À première vue, ils semblent être des symboles de progrès, des pistes capables d'accueillir les plus gros avions, des gratte-ciel construits pour être la fierté d'un pays, des projets qui ont coûté des milliards pour l'avenir. Aujourd'hui, c'est silencieux, sans file d'attente, sans passagers ni visiteurs. Dans cette vidéo, nous allons examiner les 10 projets d'infrastructures massifs qui ont été construits avec une ambition énorme. Mais leur objectif initial n'a jamais été complètement atteint. Avant de commencer, merci de laisser un j'aime sur cette vidéo et de vous abonner. C'est essentiel pour nous, créateurs de contenu. Merci beaucoup. Et maintenant, commençons. Numéro 10, aéroport central de Ciudad Real. Au centre de l'Espagne, il y a un aéroport qui, de loin, ressemble à un hub international actif. La piste est longue. Le terminal est entièrement équipé. Une tour de contrôle, des installations de fret et un grand parking composent l'aéroport central de Ciudad Real, dont le projet a débuté au début des années 2000. À l'époque de l'expansion économique rapide en Espagne, son objectif était de devenir une porte d'entrée alternative en dehors de Madrid et d'aider à absorber le trafic aérien croissant de la capitale. Sur le papier, tout semblait prometteur. La conception était moderne, la capacité était grande. Il pouvait même accueillir les plus gros avions commerciaux du monde. Mais lorsqu'il a ouvert en 2008, il n'a pas accueilli le nombre de passagers attendus. Quelques compagnies aériennes ont essayé d'y opérer, mais le trafic était resté faible. L'un des plus grands problèmes était la desserte. Les liaisons de transport prévues pour relier cet endroit aux principaux centres urbains n'ont pas été entièrement réalisées. Ensuite, la crise financière mondiale a frappé, et c'est là que tout le projet a commencé à s'effondrer. Quelques années plus tard, l'opérateur a fait faillite. Ce qui reste, c'est un aéroport international presque terminé, mais il est presque inutilisé. Jusqu'à aujourd'hui, il reste l'un des exemples les plus connus en Europe d'infrastructures construites pour la croissance. Mais l'effondrement de l'économie est arrivé en premier. Numéro 9. Hôtel Ryugyong. Si le numéro 10 est un aéroport sans passagers, le numéro 9 est un hôtel avec presque aucun client. Dans le paysage urbain de la Corée du Nord, il y a un bâtiment impossible à ne pas remarquer. C'est l'hôtel Ryugyong. Sa construction a commencé en 1987 en tant qu'hôtel de luxe emblématique du pays. Il devait atteindre plus de 3000 chambres avec des restaurants, des espaces d'observation et d'autres installations de luxe. Avec sa hauteur d'environ 330 mètres, il aurait été l'un des plus hauts hôtels du monde. La construction avançait rapidement au début. Mais au début des années 1990, tout s'est soudainement arrêté. Suite à l'effondrement de l'Union soviétique, la Corée du Nord a fait face à de graves difficultés économiques, ce qui a affecté les grands projets du pays, y compris cet hôtel. Pendant de nombreuses années, il est resté une carcasse de béton inachevée au milieu de Pyongyang. Plus tard, on lui a ajouté une façade en verre et un éclairage LED, ce qui lui a donné un aspect plus moderne de l'extérieur. Mais jusqu'à présent, les informations accessibles au public sur son intérieur restent limitées et il n'est toujours pas clair s'il a déjà été pleinement opérationnel en tant qu'hôtel. 2 pays différents, 2 projets différents. Mais c'est un seul rappel que, peu importe l'ampleur du budget, la beauté du plan ou l'ambition de la vision, cela ne garantit pas le succès. Il ne suffit pas seulement de construire, il faut aussi de la demande, il faut le bon timing et surtout il faut un monde prêt à l'utiliser. Numéro 8. Aéroport international de Montréal-Mirabel. Au nord-ouest de Montréal, au Canada, il existe un immense complexe aéronautique qui reste silencieux jusqu'à aujourd'hui. De grands bâtiments, d'anciens terminaux et des pistes qui semblaient prêtes à accueillir des millions de passagers. Mais il n'a jamais atteint son plein potentiel d'utilisation. Un tel type d'infrastructure ne reste pas simplement dans cet état sans raison. C'est généralement le produit d'un optimisme excessif quant à la croissance économique, d'une planification gouvernementale à grande échelle et de prévisions sur l'avenir qui ne correspondent pas toujours à la réalité. Dans les années 70, le Canada a lancé l'un de ses plus grands projets d'aéroport. Selon les archives de la planification des transports au Canada, l'objectif était de faire de Montréal la porte d'entrée internationale du transport aérien en Amérique du Nord. Mirabel a été construit en dehors du centre-ville dans le but de fournir un grand espace pour l'expansion et d'éviter la congestion des aéroports urbains. Sur le papier, le plan semblait parfait. Un vaste terrain, un design moderne et une capacité adaptée à l'augmentation prévue du nombre de passagers. Lors de l'exploitation réelle, les problèmes sont apparus progressivement, notamment l'emplacement. Il est éloigné du centre de Montréal et, selon les évaluations de la planification des transports, le projet de liaison ferroviaire directe à grande vitesse vers la ville n'a pas non plus été immédiatement mis en œuvre.
Cela a rendu l'accès difficile et lent pour les passagers et les compagnies aériennes. D'un autre côté, l'ancien aéroport, situé dans la zone urbaine, l'aéroport international Montréal-Trudeau, est resté plus pratique pour les compagnies aériennes. Il est plus proche, plus facile d'accès et plus efficace pour les opérations quotidiennes. Au fil des années, le nombre de passagers à Mirabel a progressivement diminué. La croissance massive attendue du trafic international ne s'est pas produite aussi rapidement que l'avaient prévu les planificateurs. De nombreuses zones de l'aéroport sont restées inutilisées et certaines installations sont devenues obsolètes. Au début de l'année 2000, la plupart des vols de passagers ont été transférés de nouveau vers l'aéroport principal de Montréal. Ainsi, Mirabel a complètement perdu son rôle de plaque tournante du transport aérien de passagers. Cependant, sa structure est restée, les halls d'enregistrement, les routes d'accès et les vastes espaces sont restés sans activité normale. Certaines parties ont été démolies au fil des ans pour des raisons de coût et de sécurité, mais une grande partie de la structure originale subsiste. Du point de vue d'un analyste en infrastructure, cela est souvent utilisé comme exemple d'un projet qui n'a pas échoué à cause d'une défaillance technique, mais à cause d'une erreur stratégique, en particulier dans la prévision de la demande, la connectivité et le comportement des compagnies aériennes. Mirabel rappelle que pour les grands projets, la taille et l'ambition ne suffisent pas. Il faut aussi que l'emplacement, l'accès et la véritable dynamique de l'économie soient en adéquation. Jusqu'à présent, il reste un monument silencieux d'un avenir autrefois espéré, mais qui n'est jamais vraiment arrivé. À l'intérieur du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, il y a de grandes installations qui ont autrefois été le centre de l'un des programmes spatiaux les plus ambitieux de la guerre froide. Après le succès de la navette spatiale des États-Unis, l'Union soviétique a également tenté de créer sa propre version. Selon les archives historiques du programme spatial soviétique et les rapports analysés par la NASA et les historiens de l'espace, il s'agissait du programme Buran, un système de navettes réutilisables accompagné de toute une infrastructure industrielle pour l'assemblage et le lancement. Numéro 7. Infrastructure d'assemblage et de lancement de Buran à Baïkonour. De grands halls d'assemblage, des installations de lancement, des systèmes de ravitaillement et des réseaux de transport ont été construits à l'intérieur de Baïkonour, exclusivement pour le vaisseau spatial Buran. L'un des plus connus est l'immense bâtiment d'assemblage où l'orbiteur et les fusées sont préparés avant le lancement. Un immense hangar industriel pouvant accueillir tout le vaisseau spatial. En 1988, le programme Buran a réussi un vol orbital sans équipage. Selon les données historiques de l'agence spatiale russe et les évaluations comparatives de la NASA, il est revenu sur Terre avec succès sans équipage. C'était une étape technique majeure dans l'histoire de l'aérospatiale. Mais quelques années plus tard, tout a changé. Avec la chute de l'Union soviétique en 1991, le financement centralisé pour de tels grands projets a soudainement disparu. Selon l'analyse des politiques spatiales, le programme Buran n'était plus considéré comme prioritaire en raison de la grave crise économique et de la restructuration du pays. En 1993, il a été complètement annulé. Après cela, les installations ont été progressivement abandonnées. L'entretien s'est arrêté, la sécurité a diminué. Et les structures ont commencé à se détériorer à cause des intempéries et de la rouille. Des rapports indiquent qu'au début des années 2000, une partie d'un grand bâtiment s'est effondrée, endommageant le matériel du programme. Aujourd'hui, certaines parties de Baïkonour sont encore actives pour les lancements spatiaux modernes, mais les installations spécifiques au Buran sont presque plus utilisées. Ce qui reste, c'est un vaste complexe comme figé dans le temps. Un rappel que même une technologie avancée peut disparaître, pas forcément à cause d'un échec d'ingénierie, mais à cause de l'effondrement du système qui la soutenait. Numéro 6, Aéroport international d'Ellinikon. Construit en 1938, l'Ellinikon est devenu le principal aéroport d'Athènes pendant de nombreuses décennies. Selon les archives historiques de l'aviation en Grèce, il s'est encore agrandi après la Seconde Guerre mondiale, alors que la demande de voyages aériens en Europe augmentait également. Avec l'essor d'Athènes en tant que ville plus dense et plus moderne, l'emplacement de l'aéroport est progressivement devenu un problème. Les environs se sont urbanisés, devenant résidentiels et plus sensibles au bruit et aux problèmes de sécurité. Dans les années 90, les autorités grecques ont décidé de construire un nouvel aéroport plus éloigné du centre-ville. C'est l'aéroport international d'Athènes à Spata, conçu pour une plus grande capacité et une expansion à long terme. Selon les registres officiels de transition des transports, lors de l'ouverture du nouvel aéroport en 2001, tous les vols commerciaux ont été transférés. En même temps, l'aéroport d'Ellinikon a définitivement cessé ses activités de passagers sans réduction progressive. Au lieu de cela, le transfert s'est fait presque soudainement. D'un hub actif, il est devenu un complexe inactif en très peu de temps.
Après la fermeture, une vaste infrastructure est restée. Des pistes, des voies de circulation, des hangars et des bâtiments terminaux intacts mais inutilisés. Au cours des années suivantes, l'accès et l'entretien de certaines parties du site sont progressivement devenus limités. Des études sur le développement urbain en Grèce rapportent que des parties de l'ancien aéroport ont servi temporairement pendant les Jeux olympiques d'Athènes en 2004. Ensuite, il a de nouveau été abandonné et n'a jamais été pleinement utilisé. Pendant de nombreuses années, il est devenu le centre d'un débat sur sa reconversion en parc, logement et zone commerciale. Mais cela a été retardé par des problèmes juridiques, un manque de financement et des changements politiques. Malgré quelques réaménagements, la majeure partie de l'ancien aéroport reste sous-utilisée. Actuellement, l'Hellinikon est un exemple d'infrastructure qui n'a pas été détruite, mais remplacée par une décision stratégique. Un vaste complexe aéronautique au cœur d'Athènes, dont l'ancienne utilité a progressivement disparu. Numéro 5, métro de Cincinnati. Sous Cincinnati, aux États-Unis, il existe un vaste réseau ferroviaire souterrain qui reste encore aujourd'hui caché sous la ville. Un projet dont la construction physique était presque terminée mais qui n'a jamais été opérationnel. Il a commencé en 1920. À cette époque, la population augmentait rapidement et la circulation empirait dans les villes industrielles d'Amérique. Selon les archives historiques de la planification urbaine de Cincinnati, une boucle de métro souterraine a été proposée pour relier les principaux quartiers et réduire la congestion sur les routes de surface. Les électeurs ont approuvé le financement, alors l'excavation a commencé le long de Central Parkway. En quelques années, ils n'ont pas seulement construit un simple tunnel. Il y avait des stations, des quais, des revêtements en béton, ainsi que des systèmes de drainage et de ventilation. Conçus pour une exploitation ferroviaire complète. Mais en 1927, tout s'est soudainement arrêté. Selon l'analyse des infrastructures urbaines, de nombreux facteurs en sont la cause. L'augmentation des coûts par rapport au budget initial, le soutien fédéral limité et la montée rapide de l'utilisation des automobiles qui a changé la demande de transport dans les villes. Quelques années plus tard, la Grande Dépression est arrivée, fermant définitivement la possibilité de poursuivre le projet. Le résultat, un système souterrain entièrement construit qui n'a jamais fonctionné comme métro. Jusqu'à aujourd'hui, les tunnels restent sous la ville. Selon les inspections de la ville, de nombreuses parties sont stables et servent désormais à des réseaux techniques comme les câbles à fibre optique et les infrastructures de drainage. Mais sa fonction originale en tant que système de transport en commun n'a jamais été réalisée. Le métro de Cincinnati illustre comment un projet avancé peut devenir obsolète suite à des évolutions économiques, technologiques et du transport, mais finir par devenir obsolète à cause des évolutions économiques, technologiques et comportementales. Numéro 4. Complexe de Proroa. Sur la côte de la mer Baltique, sur l'île de Rügen en Allemagne, se trouve Proroa, une immense structure balnéaire construite à l'époque de l'Allemagne nazie dans le cadre du programme Force par la joie. Selon les archives historiques des archives fédérales allemandes et des études d'après-guerre, la construction a commencé en 1936. Le plan, selon l'histoire, était de créer un immense complexe de villégiature capable d'accueillir jusqu'à 20 000 personnes comme installation de loisirs de masse pour les travailleurs allemands. Son design ne visait pas le luxe, mais plutôt la standardisation et la capacité d'accueil. Il se composait de 8 longs blocs de béton s'étendant sur plusieurs kilomètres le long du littoral. Chaque bâtiment avait le même agencement de petites chambres faisant face à la mer, avec des salles à manger communes, des théâtres et des espaces de loisirs, mais en 1939, la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Selon les récits, la construction a cessé brusquement car ressources et main-d'œuvre ont été réaffectées à l'effort de guerre. Les bâtiments sont restés avec leur enveloppe extérieure presque terminée, mais l'intérieur n'était pas complet. Ils n'ont jamais été utilisés pour leur objectif civil initial. Après la guerre, l'endroit passe sous contrôle est-allemand, dirigé par les soviétiques. Il a été utilisé à des fins militaires et pour quelques usages limités, mais une grande partie est restée inutilisée. Lorsque l'Allemagne de l'Est est tombée en 1990, toute utilisation structurée du complexe a de nouveau disparu. Au cours des décennies suivantes, il est resté presque abandonné en raison de la taille énorme des bâtiments et du coût élevé de la réhabilitation. Il a également été progressivement affecté par les intempéries, même si la structure en béton reste solide. Plus récemment, certaines parties ont été transformées en hôtels, musées et appartements, mais cela n'a pas été une transformation complète. Il y a encore de vastes zones qui ne sont pas utilisées. Le Prora est souvent cité comme un exemple d'infrastructure qui n'a pas disparu physiquement, mais qui a perdu sa fonction d'origine.
Une mégastructure côtière entière qui a été construite à cause d'une ambition politique, mais qui n'a jamais été pleinement utilisée selon le plan d'origine. Numéro 3. Salton Sea, les amateurs de loisirs. Dans le sud de la Californie, entre la vallée d'Imperial et la vallée de Coachella, se trouve la mer de Salton, un grand lac intérieur qui s'est formé accidentellement en 1905 lorsque le fleuve Colorado a débordé et s'est déversé dans une cuvette en contrebas. Selon l'histoire environnementale et les études géologiques américaines, on a ensuite essayé d'en faire une attraction touristique et une destination de loisirs. Au milieu du XXe siècle, les autorités locales et étatiques ont encouragé le développement de zones de villégiature autour de ce lac. Des marinas, des clubs nautiques, des hôtels, des rampes de mise à l'eau et des communautés résidentielles comme Bombay Beach et North Shore ont été construits, reposant sur l'idée que l'endroit deviendrait une destination de vacances permanente à l'intérieur des terres. Le principal problème est que c'est un système naturel sans exutoire. Selon l'US Geological Survey et les rapports environnementaux, au fil du temps, le ruissellement agricole a augmenté la salinité de l'eau. La population de poissons a commencé à chuter. Les proliférations d'algues se sont aggravées et la qualité de l'eau s'est finalement détériorée. À la fin des années 1970 jusqu'au début des années 1980, la situation est devenue telle qu'il y a eu des mortalités massives de poissons, des conditions d'eau nauséabondes et un départ progressif. Les habitants et entreprises sont partis, le tourisme a chuté et beaucoup d'infrastructures ont été abandonnées. À mesure que le niveau de l'eau baissait, les marinas et les aménagements du littoral se retrouvaient sur la terre ferme, les bateaux, les stations balnéaires et les installations destinées à l'utilisation active du front de mer se sont retrouvés isolés et inutiles. Selon certains laboratoires de l'US Geological Survey, il y a eu par la suite quelques projets de restauration menés par des agences étatiques et fédérales. Mais selon les évaluations environnementales, l'impact reste limité et cela n'a pas encore permis de rétablir la fonction récréative d'autrefois de la mer de Salton. À l'heure actuelle, cela reste un exemple de la façon dont un changement dans l'environnement naturel peut faire s'effondrer tout un système construit par l'homme, même s'il est vaste, coûteux et bien planifié. Lorsqu'une ville grandit et que la technologie des transports évolue, certaines infrastructures anciennes, même très coûteuses et historiques, finissent peu à peu par perdre leur utilité. Ce n'est pas parce qu'elles sont endommagées ou plus adaptées à l'époque moderne. Numéro 2, l'aéroport de Tempelhof. Au sud du centre de Berlin, en Allemagne, Tempelhof a commencé comme terrain de parade militaire au XIXe siècle avant de devenir un site d'aviation au début du XXe siècle. Selon les archives historiques et aéronautiques de l'Allemagne, il a été encore agrandi sous le régime nazi dans le cadre de l'ambition de créer l'un des plus grands aéroports du monde. Le grand bâtiment du terminal, dont la construction a commencé en 1936, a été conçu à une échelle immense, avec une longueur de plus d'1 kilomètre et des hangars intégrés, des bureaux, des zones pour les passagers et des connexions souterraines. C'était l'un des plus grands complexes de bâtiments au monde à cette époque. La vision grandiose initiale n'ayant pas abouti à cause de la Seconde Guerre mondiale, l'aéroport est néanmoins devenu opérationnel pour l'aviation civile et militaire. L'un des épisodes les plus connus de son histoire fut le pont aérien de Berlin de 1948 à 1949. Selon les archives historiques alliées, Tempelhof a servi de principale bouée de sauvetage pour Berlin-Ouest après que l'Union soviétique ait bloqué l'accès terrestre à la ville. À cette époque, les avions atterrissaient sans interruption, apportant de la nourriture, du carburant et des fournitures aux habitants. Après la guerre froide, son importance dans l'aviation commerciale a progressivement diminué. Les avions qui transportèrent de la nourriture, du carburant et des fournitures pour les résidents. Après la guerre froide, son importance dans l'aviation commerciale a progressivement diminué. Sa piste était trop petite pour les avions modernes, alors que les nouveaux aéroports de Berlin étaient le plus efficaces et offraient une capacité bien supérieure. En conséquence, Tempelhof a finalement été fermé aux vols commerciaux en 2008 après plus de 80 ans d'exploitation. L'ancien aéroport a été transformé en un grand parc public appelé Tempelhof Airfield, où les anciennes pistes sont maintenant utilisées pour la marche, le vélo et des activités récréatives. Mais même si l'utilisation de cet espace ouvert a changé, le grand terminal et d'autres structures aéronautiques restent intactes, bien qu'ils ne soient pas non plus connectés à leur fonction d'origine. Tempelhof est un exemple clair d'une infrastructure qui n'a pas été détruite, mais qui est devenue obsolète, un lieu qui fut autrefois un centre de puissance aérienne et de logistique. Mais avec le temps, il n'était plus adapté aux nouvelles technologies et aux besoins de l'aviation moderne. Lorsqu'une grande infrastructure dépend de l'énergie nucléaire, la marge d'erreur est quasiment nulle. Un seul incident peut arrêter non seulement l'exploitation, mais aussi toute l'expansion d'un système industriel.
Dans une telle situation, il ne reste que des structures à moitié terminées qui ne seront jamais achevées. Ceci est l'un des exemples les plus marquants de ce genre d'événement dans l'histoire de l'énergie nucléaire. Et enfin, les unités 5 et 6 de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Au nord de l'Ukraine, près de Pripyat, la centrale nucléaire de Tchernobyl faisait partie du vaste programme soviétique d'énergie nucléaire pendant la guerre froide. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, elle a été conçue comme un complexe multi-réacteur utilisant le système RBMK-1000 pour une production d'électricité à grande échelle. Au début des années 1980, 4 réacteurs étaient opérationnels. Pendant que les unités 5 et 6 étaient à un stade avancé de construction, les trous pour les turbines, les bâtiments des réacteurs et les structures de soutien étaient presque terminés. En particulier, l'unité 5 était estimée à plus de 70% terminée. Mais le 26 avril 1986, le réacteur 4 a explosé lors d'un test de sécurité, libérant des matières radioactives qui se sont répandues dans différentes parties de l'Europe, selon les rapports d'incidents nucléaires. Après cela, toute l'expansion a été arrêtée. Les unités 5 et 6 sont restées inachevées, avec des coques en béton, des tuyauteries partielles et des systèmes industriels non terminés. Jusqu'à aujourd'hui, elles restent à l'intérieur de la zone d'exclusion de Tchernobyl, avec les grues abandonnées et les structures des réacteurs figées dans le temps. Ce n'est pas simplement un projet abandonné, mais l'effet direct d'une catastrophe nucléaire qui a complètement stoppé toute une expansion industrielle. C'est un exemple clair de la façon dont un instant de catastrophe peut figer tout un projet dans l'histoire.